Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de me donner l'occasion de présenter nos travaux. Ce qui m'était demandé, c'était de décliner un peu les travaux qu'on a fait sur les liens de parenté entre les cépages pour plutôt le bassin du Sud-Ouest. Donc une présentation un petit peu en amont, un petit peu théorique sur le matériel végétal. Alors l'idée d'avoir des familles de cépages, c'est une idée quand même qui est assez ancienne. Les ampélographes, uniquement sur des bases morphologiques, donc ampélographiques, ça fait longtemps qu'ils essayent de regrouper les cépages entre eux, vous voyez, depuis le début du XVIIIe siècle. Effectivement, c'est une idée qui a été développée au niveau mondial, essentiellement par le grand scientifique Negrul, russe, qui en 1940 a proposé un certain nombre d'avancées. Mais on a beaucoup de chance pour le Sud-Ouest parce qu'on a des ampélographes de renom, notamment Louis Levadoux, qui très tôt, c'était un petit peu, non pas le concurrent, mais le complément français de ce grand Negrul, qui a avancé des idées de famille de cépages uniquement sur des bases morphologiques. Après, ces travaux ont été déclinés par M. Bisson et M. Lavignac, et ce qui fait qu'on a quand même pas mal de travaux sur l'ampélographie des cépages du Sud-Ouest, et on a un certain nombre de familles qui avaient été définies par ces ampélographes. Alors, ces ampélographes ne connaissaient pas les marqueurs moléculaires, et c'est eux qui nous permettent d'aller un petit peu plus loin. Je vais directement aux marqueurs microsatellites, qui sont les marqueurs génétiques qui nous ont permis de faire le plus d'avancées dans les dernières décennies. Donc ce sont des outils, ce qu'on appelle des marqueurs. Et le principe de ces marqueurs, très rapidement, c'est sur la molécule d'ADN, qui est dans toutes les cellules vivantes, les vôtres comme celles de la vigne. Et il y a parfois des petites séquences répétées. Là, par exemple, en rouge, vous avez une petite séquence répétée de GA. Ce sont les lettres qui écrivent le code génétique. Et donc, ces répétitions, le nombre de ces répétitions représente finalement des étiquettes de différentes dimensions sur les chromosomes de la vigne ou de nous. Alors, le gros avantage de ces marqueurs, c'est qu'ils sont codominants. Alors, codominants, pour les études de parenté, c'est très important parce que ça veut dire qu'on peut voir l'étiquette sur le chromosome qui vient de la mère ou sur le chromosome qui vient du père. Ils codominent, il n'y en a pas un qui masque l'autre. Et c'est cette propriété qui a permis de les utiliser de façon majeure pour découvrir ou valider les parentés des cépages. Alors le principe est un petit peu simple, oui, le principe est assez simple, c'est-à-dire que là vous avez sur un gel comme ça différents cépages avec où on fait par exemple là on mesure un marqueur microsatellite, ça fait des bandes qui séparent des tailles d'allèles et on voit que la plupart des cépages ont deux bandes, un allèle qui vient du père, un allèle qui vient de la mère. Et on voit que par des tris informatiques, parce que ça ne se fait pas forcément à la main, quand on a les deux parents, par exemple ici le pinot et le gouet, on voit que chaque parent a donné un allèle à chaque enfant. Et ainsi, avec 1, 2, 3, 10, 20, 30 marqueurs microsatellites, statistiquement, on converge vers la parenté du cépage. Donc il y a eu plusieurs publications depuis à peu près 10-12 ans maintenant, internationales, qui ont précisé le parenté, le pédigré de certains cépages, notamment pour les cépages du Sud-Ouest. Il y avait eu la publication de notre équipe et de Jean-Michel Boursicot sur les parents découverts des parents du merlot. Vous avez un autre exemple sur les cépages liés au Sangiovese, enfin au Nieluccio en France, pardon. Et donc il y a eu pas mal de publications sur ce thème. Alors, dans ce cadre, nous, ce qu'on a souhaité faire dans notre équipe, c'est reproduire ce genre d'études. On n'a rien inventé de particulier, les techniques étaient connues, les méthodologies aussi, mais la nouveauté, c'est qu'on l'a appliqué sur un échantillon de cépages extrêmement important, qui est la plus grande collection du monde pour Vitis vinifera. On a appliqué ces techniques sur 2344 cépages du monde entier. Pas seulement de France. Donc on a pris ces 2344 cépages, on les a analysés avec 20 locus microsatellites. Après, il y a tout un traitement informatique dont je vous passe les détails, parce que humainement, ce n'est pas possible, on est obligé de s'aider de la machine. Et une dernière phase de validation. Et cette phase de validation est très importante, parce que si on n'a pas cette validation, on peut raconter des bêtises, dans le sens où l'informatique ne sait pas quel est le père ou quel est le fils. Par exemple, on aurait pu dire que le marcelan était le père du grenache. Or, on sait très bien que c'est le grenache qui est le père du marcelan. Donc on est obligé d'injecter un petit peu d'histoire pour valider l'informatique.
Voilà, alors l'aperçu des résultats, c'est que partant de ces 2344 cépages, on a à peu près 4 grands paquets de résultats. Un premier paquet qui est les cépages qui sont totalement non apparentés. Finalement, c'est des non-résultats, c'est des non-réponses. Mais pour nous, en tant que généticiens, ça nous intéresse particulièrement. Ça veut dire qu'ils ne sont reliés à aucun autre. Après, on a un deuxième paquet de résultats qui sont des relations indirectes, de type cousinage, cousin, oncle, tante, pas des liens directs. Après, on a des relations directes, du type mère-fille ou père-fils, ou plein frère. Et le dernier paquet, qui est celui qui intéresse le plus d'habitude, c'est effectivement les parentés totalement établies. On a les deux parents et le descendant. Donc pour les cépages non apparentés, la surprise, ça a été quoi? Ça a été qu'on s'attendait à ce que ces cépages non apparentés, c'est-à-dire qui n'ont aucune relation génétique, on s'attendait à les trouver beaucoup plus vers l'Orient, vers des pays pour lesquels on n'avait pas les ressources complètes. Et la surprise, ça a été de voir que même en France, en Italie, en Espagne, c'est-à-dire des secteurs pour lesquels la collection couvre très très bien la diversité, eh bien, on avait des cépages non apparentés. Pour ce qui concerne le sud-ouest, c'est par exemple le cas du Mansin, alors Mansin CIN, le Mansin des Palus, du Bordelais, et par exemple du plan d'Arrat, qui a été trouvé dans le Gers. Pas de relation. C'est particulièrement intéressant pour des programmes de sélection. Le deuxième type de résultat, les relations directes, c'est-à-dire qu'on a deux cépages qui partagent la moitié de leurs allèles, ça veut dire qu'il y en a forcément un qui est le père et l'autre le fils, ou la mère et la fille, peu importe, puisque c'est hermaphrodite, mais on ne sait pas dans quel sens ça va. L'exemple le plus connu, c'est la Marsanne et la Roussanne qu'on expose souvent. Voilà, on ne sait pas qui est la mère, qui est la fille, parce qu'on n'a pas le troisième parent qui nous permet de boucler le trio. Par exemple, pour le sud-ouest, le Mansin noir et le Tanat partagent la moitié de leurs allèles. Donc il y en a un qui a généré l'autre. On ne sait pas dans quel sens. De la même façon, pour le Savagnin et le Petit Mansin, ils partagent la moitié de leurs allèles. Là, on a un petit peu plus d'idées, mais génétiquement, on ne peut pas le dire. Quand on met toutes ces relations directes ensemble, ça fait le genre de figure que vous avez, c'est-à-dire un réseau qui pointe un peu les principaux géniteurs, mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de sous-réseaux qui ne sont pas apparentés. Le dernier volet des parentés, c'est les parentés qu'on arrive à totalement établir. Dans la publication que nous avons produite, on a pu valider ou découvrir 828 parentés. Alors on peut diviser ces 828 parentés en deux groupes. Celles pour lesquelles on avait des données d'hybrideurs, c'est-à-dire que l'hybrideur avait dit « j'ai pris ce géniteur et je les ai volontairement croisés ». Et là, on a eu la surprise de voir qu'un tiers des pédigrés annoncés étaient faux. La plupart du temps, c'était le pollen, le père, qui n'était pas correct. Parce qu'effectivement, c'est dans un croisement, il peut y avoir des pollens baladeurs, alors qu'on est plus souvent certain de la mère. Un tiers, ça fait quand même beaucoup. Donc, conclusion, quand vous avez un hybrideur qui vous raconte qu'il a croisé ceci avec cela, ben, vous pouvez avoir en tête le fait qu'il a un tiers de chance de se tromper. Mais la science moderne marche mieux qu'avant. Les cépages traditionnels, pour lesquels on n'avait pas de données d'hybrideurs, là on a pu confirmer la plupart des publications qui avaient été avant la nôtre. Donc ça, c'était un petit peu une validation de notre méthode, mais on n'était pas forcément d'accord avec une trentaine de résultats de nos collègues étrangers, et néanmoins souvent amis. Bon, ça c'est la science, hein, parfois certains ont des avis différents. Et on a réussi à découvrir 315 nouvelles parentés qui n'avaient jamais été vues. Quand on regarde les caractéristiques générales de ces parentés, là aussi, une certaine surprise, c'est que quand on essaye de dessiner, je dis bien essaye, parce que là aussi, il faut des logiciels assez puissants, ça ne se fait pas à la main, quand on essaye de dessiner ces 828 parentés, ben la surprise, c'est qu'on a un fichier qui est extrêmement large, un dessin qui est extrêmement large, on s'attendait à ce qu'il soit plus profond, plus haut. En fait, il est très étalé. C'est un PDF qui fait 5 mètres de long, hein, si on l'imprime. Et donc, effectivement, la surprise, c'est qu'il est très peu épais. On n'a que 7 générations résolues au grand maximum. La plupart du temps, on a 3-4 générations résolues. Et ça, ça veut dire qu'on a perdu beaucoup de ressources génétiques, parce que sinon on aurait pu reconstruire les parentés beaucoup plus hautes. Donc 3, 4, 5, maximum 7, c'est très peu.
Autre chose, bon ça c'est plus une illustration, ça on s'y attendait, étant donné la capacité de multiplication végétative de la vigne, on peut avoir ce qu'on appelle des chevauchements de génération, c'est-à-dire qu'un ancêtre peut se croiser, un pinot par exemple, qui a plusieurs peut-être centaines ou milliers d'années derrière lui, peut se croiser avec un cépage actuel. C'est ce qu'on appelle des chevauchements de génération. Autre caractéristique, c'est que les autofécondations sont très rares. Ça, on s'y attendait, mais peut-être pas autant. Il n'y a que 2% de variétés qui sont issues d'autofécondation, et la plupart du temps, ce sont des variétés de collection qui n'ont pas connu de succès commercial. Ça veut dire que quand on croise la vigne sur elle-même, il y a trop de dépression de consanguinité. Et quand on met tous ces pédigrés ensemble et qu'on essaye de lister les géniteurs principaux, eh bien, il y en a certains qu'on connaissait, comme le Gouet, le Chasselas, le Pinot, mais on a pu mettre en évidence un certain nombre de géniteurs qui n'étaient pas vraiment attendus, voire même totalement disparus. Par exemple, il y a beaucoup de cépages grecs qui viennent de l'heptachilo. Il y a beaucoup de cépages espagnols, énormément, qui viennent d'un cépage qui s'appelle le Gibi, qui est totalement disparu. Donc ça, c'était relativement aussi intéressant pour nous. Maintenant, pour le sud-ouest, qu'est-ce qui se passe quand on essaie de décliner ces résultats pour le sud-ouest ? Le sud-ouest, c'est compliqué, vous le savez, mais c'est très intéressant, vous le savez aussi. C'est compliqué parce que Olivier Llobregat en parlera après moi. D'abord, il y a beaucoup de cépages autochtones des vignobles du sud-ouest. Et donc, première diapo, j'ai essayé de résumer les résultats pour le sud-ouest en 4 diapos, ce qui m'a posé un certain nombre de soucis graphiques, comme vous pouvez le voir. Et donc, première diapo autour de la famille des Cabernets, de la Madeleine Noire des Charentes, du Gouet, et on pourrait rajouter le Prunelard. Voilà, vous avez 4 géniteurs là, le Cabernet Franc, Madeleine Noire des Charentes, Gouet Blanc et Prunelard, qui vont structurer un grand nombre de cépages, parce qu'ils sont les géniteurs principaux de quasiment toute la famille des Cabernets, du Merlot, du Côte, etc. Donc ça fait beaucoup, et on doit finalement, le sud-ouest doit beaucoup à ces 4 géniteurs. Alors le Gouet n'est pas un cépage originaire du sud-ouest, contrairement aux 3 autres grands géniteurs dont je parle sur cette diapositive. La deuxième diapositive tourne autour des Mansins, au pluriel, et du Fer, au singulier. Effectivement, on voit que les Mansins, de par leur nom et de par leur origine géographique, sont finalement, au niveau génétique, également assez associés entre eux, avec le Savagnin qui, sans doute, a donné beaucoup de gènes à cette famille. Donc, petit Mansin, gros Mansin de Luc, le Mansin vert, c'est les Mansins blancs, sont tous peu ou prou liés entre eux. Pour le Mansin noir, il fait aussi partie de cette famille, alors qu'il est un petit peu différent, mais surtout ce Mansin noir, ça a été une surprise, est un gros géniteur pour les cépages du sud-ouest. Des cépages peut-être que vous ne connaissez pas, mais d'autres dont vous avez sans doute entendu parler. Donc ça, c'était une des surprises aussi des résultats, de voir la place de ce Mansin noir qui est aujourd'hui quasiment disparu. Le Fer, on sait que c'est un cépage important dans tout le sud-ouest, et également, ça a été un très gros géniteur, sans doute dont on n'a pas encore trouvé tous les descendants. Le Caours, je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà entendu parler du Caours, c'est un cépage ultra minoritaire de collection, quasi disparu du vignoble. On a eu la surprise de voir que c'était lui aussi un géniteur de cépage du sud-ouest. Troisième diapositive de résumé autour des cépages, les Camaralais, les Camaraou et les Courbus. Là aussi, il y avait bien une réalité entre les noms, la géographie, la morphologie décrite par les anciens ampélographes et les résultats génétiques actuels. Et là, c'est finalement, quand on met un peu bout à bout toutes les relations de parenté, c'est le Courbu, qu'on appelle souvent le Courbu blanc, mais bon, son nom officiel étant Courbu tout court. C'est le Courbu qui structure finalement le plus cette famille des Camaralais Camaraou. Avec aussi certaines surprises comme le casse-tête que certains peut-être connaissent, qui est un fils du Camaraou noir et du gros Cabernet. Alors pour les Courbus, c'est juste le petit Courbu, vous voyez, qui est sur le côté en bas là, c'est le seul qui n'est pas connecté. Donc pour le moment, génétiquement, on ne peut pas dire que le petit Courbu soit connecté avec les autres Courbus. Dernière diapo de résultats. Tout ce qui tourne autour du Savagnin, du Tressaut et les Verdot au pluriel.
Alors voilà, ça aussi, on le savait, les anciens ampélographes avaient perçu que le savagnin éventuellement pouvait avoir un rôle dans l'encépagement du sud-ouest, mais pas autant. Et le tressaut, on ne le savait pas vraiment. Donc tressaut et savagnin, qui sont des cépages de l'est de la France, présents pour le tressaut anciennement dans le sud-ouest, mais aujourd'hui disparus, eh bien ça a été des grands géniteurs de cépages tels que le béquignol, le berdomenel, le petit mansin, etc., le ver d'Anel. Et le tressaut, vous avez des connexions avec le petit verre d'eau. On ne sait pas dans quel sens, hein, quand il y a les flèches oranges, on ne sait pas dans quel sens ça se passe, avec le gros verre d'eau et avec un autre cépage un peu mystérieux, le plan de Dubosc numéro 1, qui aussi, lui, sans doute a participé à cet encépagement. Donc en conclusion, ces travaux, quand on fait un focus comme ça sur une région donnée, ben, ça nous permet de mettre en lumière des géniteurs totalement insoupçonnés. Ça a été le cas de la Madeleine noire des Charentes, c'est le cas du tressaut, du mansin noir, du courbu ou d'autres que je vous ai présentés rapidement. On ne savait pas que effectivement c'était des géniteurs majeurs dans tout le bassin du sud-ouest. On peut mesurer aussi un certain nombre d'influences extra-régionales. Je vous ai parlé du Gouet, du Savagnin, du Tressaut, qui ne sont pas du sud-ouest et qui pourtant ont participé de façon majeure à cet encépagement. Et à ce titre-là, la région du sud-ouest, la grande région du sud-ouest, le bassin du sud-ouest, est un petit peu atypique parce que quand on voit d'autres régions françaises, il y a plus d'apports de cépages extra-régionaux. On pourrait résumer en disant que pour le sud-ouest, il y a peu de géniteurs extra-régionaux, mais qui vont marquer beaucoup l'encépagement. Donc il y a beaucoup de cépages autochtones qui n'ont rien à voir avec d'autres régions viticoles. Donc on sait depuis longtemps que le patrimoine variétal du sud-ouest est très important et ça ne fait que le confirmer. Vous avez vu passer sans doute des noms curieux que vous ne connaissiez pas peut-être, et effectivement, toutes ces études ne pourraient pas être conduites sans la préservation de ces cépages qui sont pour la plupart, pas tous, mais disparus du vignoble. Et donc l'intérêt de la conservation des ressources génétiques, que ce soit pour le volet patrimonial, pour le volet scientifique ou pour le volet développement et expérimentation pour la production, j'espère que je prêche des convaincus, mais c'est tout simplement fondamental. Voilà. Et donc Olivier va vous en parler un petit peu plus en détail maintenant. Voilà, je vous remercie pour votre attention.